Bonjour à toutes et à tous. Du fait des évolutions du monde professionnel, de la réglementation aux attentes des actifs et du monde en général d'ailleurs, nous avons choisi d'explorer ensemble les moyens de repenser le monde du travail. Je m'appelle Corinne Estève Diemache, je suis entrepreneur et fondatrice de Plume Biz. Notre métier, permettre à nos clients d'améliorer la productivité et la fidélisation de leurs collaborateurs. Tous les jours, nous accompagnons des dirigeants, des directeurs et des RH dans leurs enjeux en termes de ressources humaines, de RSE ou encore de communication interne et de marque employeur. Avec nos lives Bebuzz, nous vous proposons de rencontrer des hommes et des femmes de métier qui partagent avec nous leur vision et leur retour d'expérience sur des sujets clés. Aujourd'hui, je reçois Jérémy Guigné. Jérémy, tu es directeur commercial et des alliances chez Place de la Formation. Votre mission, c'est de simplifier la vie des responsables formation en maximisant leur efficience et en facilitant l'accès à la formation de tous les collaborateurs sans créer pour autant une usine à gaz. Et notre sujet aujourd'hui, le rôle des alliances et l'importance de fédérer ses équipes commerciales pour réussir son business. Alors moi, je suis super contente, Jérémy, parce que tu vas enfin m'expliquer ton rôle au quotidien, ce qu'est un directeur commercial et des alliances. Alors, peux-tu expliquer en quoi consistent les alliances dans le contexte des affaires et pourquoi elles sont importantes pour une entreprise? Mais bonjour Corinne, tout d'abord, bonjour à tous et merci beaucoup pour ton invitation. Je suis ravi de parler de ce sujet, moi qui me passionne, les alliances. Les alliances, qu'est-ce que c'est? C'est l'art de pouvoir finalement travailler avec d'autres entreprises pour gagner en compétitivité, en popularité, en visibilité. L'idée, c'est de se dire que dans un contexte de mondialisation, aujourd'hui, on échange encore plus les biens matériels, immatériels, dans un contexte aussi d'ultra-modernité. Tu te rends compte que ton entreprise seule, finalement, ne peut pas toujours, ou même ne peut plus aujourd'hui, répondre à tous les besoins de tous tes clients. Donc, dans une stratégie d'alliance, tu vas devoir bien identifier les acteurs qui sont connexes à ton activité afin de pouvoir te faire connaître et mieux connaître leur activité pour travailler en partenariat. Excellent. Quels sont les avantages stratégiques finalement que les alliances peuvent offrir à une entreprise, même si tu as déjà un petit peu répondu, notamment en termes de développement commercial? Oula, il y en a plein. Tu notes, du coup? Enfin, remarque, Je note, je en même note. temps, on est enregistré, donc il vaut mieux. Oui, c'est ça, on enregistre, donc tout va bien. Alors, finalement, les avantages stratégiques, l'idée, ça va dépendre du mode de partenariat que tu vas vouloir utiliser. Il y en a plein, mais il y en a 5 qu'on va identifier ensemble. Le premier, pour moi, c'est de l'affiliation. L'affiliation au niveau du partenaire, tu vas identifier des entreprises avec lesquelles tu as une histoire à raconter. En gros, sur un sujet, bon, bah, tu organises un webinar, tu mets en place des moyens de communication pour le diffuser, pardon. Tu as des inscriptions, tu as des leads du coup qui arrivent à qualifier, tu partages ça avec ton partenaire d'affiliation et chacun dans son coin, on essaye de signer du business. Voilà, on fait un peu de bruit, entre guillemets, un peu de buzz même, pour te faire un petit parallèle. Et on va essayer de signer comme ça du business, mais chacun dans notre coin. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième, ça va être l'apport d'affaires ou le co-sell. Véritablement, dans la démarche de se dire, moi, j'identifie des entreprises avec lesquelles je peux avoir une activité soit commune, soit proche, pour qu'ils puissent soit m'envoyer du business, soit je leur en envoie. Finalement, je vais te donner un exemple précis. Tu as parlé de place de la formation. Dans mon secteur, on est donc un TMS pour les entreprises. Et j'ai un partenaire qui est un TMS pour les organismes de formation, qui s'appelle Dendreo. Et donc, on a deux activités, on est confrères, mais on n'est pas concurrents. Finalement, on adresse deux cibles différentes. Et donc, bah, dans certains cas, moi, j'ai des organismes de formation qui vont venir me voir et qui me disent: «Bonjour, je cherche un TMS». Bah, je dis: «Moi, je ne sais pas faire, allez voir Dendreo». Et dans l'autre cas, pareil, chez Dendreo: «Bonjour, on est une entreprise, on voudrait, digitaliser la gestion de la formation». «Ah mais nous, on fait que les OF, les organismes de formation, donc je l'envoie à Place de la Formation». L'idée de bien définir cette politique d'apporteur d'affaires, parce que là, on parle d'apporteur d'affaires, c'est vraiment de pouvoir choisir avec qui tu vas travailler selon plein d'éléments qu'on aura l'occasion de détailler, plus tard dans l'interview. Mais tu vas pouvoir orienter ton mauvais prospect, finalement, vers qui tu souhaites.
Un autre exemple, plutôt en termes de co-sell, donc en vente conjointe, si on peut dire, c'est que nous sommes un TMS. Dans le monde du SIRH, tu as plein de modules différents et le TMS va adresser la gestion de la formation. Mais tu as parfois des prospects qui cherchent également un LMS. Les LMS les plus connus en France, c'est 360 Learning, RiseUp, Calimedia, Docebo, enfin bref, il y en a quelques-uns qui font de la partie LMS. Et donc finalement, comme ce prospect vient te voir en te disant: «Bah, moi j'ai un besoin LMS et TMS», toi tu fais que le TMS et eux ils font que le LMS. Bah, autant «s'allier» entre guillemets pour pouvoir proposer une offre ensemble, pour répondre aux besoins. Mais par contre, on garde 2 devis, 2 factures, 2 chefs de projet, 2 logiciels différents qui viennent s'implémenter en même temps. Ça, c'est la stratégie de co-sell ou d'apport d'affaires. Le troisième, c'est la revente. Je vais la faire assez courte. La revente, c'est vraiment l'idée, dans un cadre de contrat de partenariat, où là, quand même, on engage un petit peu plus de responsabilité. Le principe, c'est de trouver des entreprises qui vont pouvoir revendre ton produit. Techniquement, c'est génial parce que ta force commerciale, elle se duplique. Tu vas, aujourd'hui, dans ton entreprise, avoir une force commerciale, mais si ton partenaire peut te revendre, il va pouvoir proposer ta solution, il va pouvoir, pourquoi pas, faire des démos, il va pouvoir pitcher ce que tu fais, il va pouvoir augmenter ton nombre de clients, etc. Donc finalement, tu as une force de vente externalisée que tu ne payes pas. Tu ne la payes pas parce que ce n'est pas des salariés. Tu la payes que quand ils signent. Donc ça, c'est bien. Ça va véritablement te permettre d'agrandir ta force commerciale et en contrepartie, ce qu'il faut, c'est leur reverser une partie du chiffre d'affaires que tu fais, directement, plus ou moins important selon ce qu'ils font. Est-ce qu'ils portent le contrat? Est-ce qu'ils font les démos, la qualif, l'implémentation, le support, et cetera. Et ça va te permettre d'agrandir ta force de vente. Le quatrième, c'est la distribution, c'est la même chose, sauf que, bah, tu vois quasiment pas le prospect. Le partenaire s'occupe de tout, de la qualif, de la démo, de l'implémentation, du support, et cetera. On appelle ça, la stratégie channel. C'est, aujourd'hui une appellation qui est très, très populaire. C'est vraiment la stratégie de channel. On aura l'occasion d'en parler aussi peut-être tout à l'heure et le dernier, c'est l'intégrateur. L'intégrateur, c'est une entreprise qui va venir pour simplement implémenter la solution. Tu as, dans mon secteur d'activité, c'est les gros cabinets de conseil qui s'intéressent à cela. Leur objectif aux cabinets de conseil, c'est de vendre des jours hommes à leurs clients et d'implémenter un logiciel, surtout pour les grands comptes qui sont typiquement les clients de ces cabinets, bah, ça peut prendre du temps. Et donc finalement, ils vont pouvoir vendre du jour homme et c'est exactement ce qu'ils recherchent. Donc voilà, dans les grandes lignes, les 5 types de partenariats que tu vas pouvoir mettre en place. Est-ce que tu peux pour, les personnes qui nous écoutent et qui sont pas forcément, familières des acronymes que tu as utilisés, nous préciser, finalement ce qu'est un TMS et ce qu'est un LMS? Absolument, un LMS, Learning Management System. TMS, Training Management System. On va prendre un exemple concret, 2 exemples concrets pour savoir dans quel cas on a besoin d'un LMS, dans quel cas on a besoin d'un TMS. Je travaille dans une entreprise et puis j'ai un besoin en formation sur la gestion du stress. J'ai un peu de mal parfois, bon, voilà, je suis commercial, des fois je suis un peu stressé. Je parle à mon manager, j'en parle à mon RH, ma RH et qui me dit: «Eh bah, tiens Jérémy, il y a une petite vidéo de 20 minutes là pour apprendre à gérer son stress». Ah, donc je vais aller la consulter, une vidéo, un format, ce qu'on appelle learning, c'est-à-dire que ça sera plutôt joué dans un LMS. Le lendemain, les RH envoient un mail en disant: «Il faut, renouveler les, diplômes, les certifications de sauveteur secouriste du travail». On appelle les SST. Ça, tu vas pas le faire en learning, tu vas pas le faire en learning, tu vas avoir besoin les RH vont avoir besoin d'inscrire des collaborateurs qui vont être convoqués, qui vont recevoir la convocation, qui vont être ensuite aller en formation sur site, qui vont ensuite avoir une évaluation à chaud, une évaluation à froid, et cetera. Ça, c'est purement TMS. C'est souvent comme ça qu'on fait la dichotomie. On peut aller beaucoup plus loin, mais on va être, on va être pris par le temps, mais le learning, ça va permettre de jouer des contenus sur des sujets de formation. Le TMS va permettre de digitaliser la gestion de la formation, principalement sur du présentiel. D'accord, très clair, très, très clair. Merci beaucoup. Bah, finalement,
différentes manières. Dans un premier temps, tu vas, par exemple, pouvoir compter sur tes partenaires pour adresser des cibles clients que tu ne saurais pas atteindre toi-même. Aujourd'hui, dans l'entreprise, je parle à des TPE et des PME. Moi, j'ai un partenaire qui me dit qu'il adresse plutôt ce qu'on appelle des ETI et des grands comptes, TPE, PME jusqu'à, alors ça dépend des qualifications, mais 250, 500 collaborateurs. ETI et grands comptes, c'est 500 et plus si affinité. Euh, c'est intéressant ça, parce que toi, tu parles à une cible et ton partenaire en parle à une autre. Si ton produit, il est solide technologiquement et qu'il peut répondre aux besoins de ces grands comptes, parfait. Appuie-toi sur ton partenaire pour atteindre une plus grande cible. Tu peux aussi développer tes partenaires pour obtenir un savoir-faire ou une expertise immatérielle, je dirais, sur la manière de vendre ton produit, sur la manière de l'implémenter, sur la manière de le connecter aussi. Tu peux créer une vraie synergie aujourd'hui avec les partenaires sur quasiment tous les domaines de l'entreprise à partir du moment où tu le considères ton partenaire par son savoir, parce qu'il peut t'apporter, tout en n'ouvrant pas trop la porte. Clairement, il y a des choses sur lesquelles les partenaires ne pourront jamais toucher, comme la roadmap, de se dire, bah voilà, vous devez développer absolument cette fonctionnalité. Ça, c'est quelque chose qui doit rester propre à l'entreprise, ou le business plan, ou le projection, ou le booking. C'est le booking, c'est-à-dire les projections de chiffre d'affaires qu'on doit faire sur les mois et les années à venir. Ça, c'est des choses qui restent propres à l'entreprise, mais sur plein de sujets, tu peux ouvrir la discussion avec les partenaires pour qu'ils puissent t'apporter leur savoir-faire. Il y a un autre sujet aussi qui est intéressant avec les alliances, c'est l'international. Aujourd'hui, bah, tu peux te dire que pour vendre à l'international, bah, tu dois ouvrir un bureau sur place, tu vas embaucher 2, 3 personnes, tu vas prévoir un plan de communication massif pour te faire connaître. Ça marche, parfois, mais ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Heu, L'idée avec les alliances et les partenaires, c'est plutôt de nouer les bons contacts et d'identifier ce que moi j'appelle les acteurs marquants dans ton domaine à l'étranger. On va reprendre mon exemple de LMS-TMS. Je suis un TMS. Mon premier pont naturel en Cossel, c'est du LMS. Donc, je vais aller voir un LMS allemand, un LMS néerlandais, un LMS anglais. Je vais leur montrer ce que je fais. Je vais leur expliquer là où je veux aller. Si ils y voient un intérêt, on va le développer juste après, clairement, ça peut faire une stratégie d'alliance. L'idée, c'est de leur donner de la visibilité, de les inclure aussi dans la perspective de développement de l'entreprise, de bien partager ce que moi j'appelle le gâteau. Le gâteau, c'est clairement le chiffre d'affaires, et de les supporter aussi énormément au début de l'aventure. Tu as quand même un vrai besoin au début de passer, de prendre du temps. Aujourd'hui, tu développes ton produit à la française, après, il faut que tu le penses à l'international, c'est un petit peu différent. Mais l'idée, c'est vraiment de les supporter et de manière opportunistique. Comme ça aussi, tu peux vraiment finaliser, je ne dirais pas finaliser, mais plutôt contribuer au développement de ton déploiement à l'international. Alors, ça nécessite quand même un peu des investissements, clairement. Il faut bien se mettre à l'heure du marché local, clairement. Il faut pouvoir compter sur les partenaires sur ce biais-là, parce que ce qui est intéressant, c'est que si tu leur donnes une vision, si tu leur donnes vraiment une projection sur ce que tu vas pouvoir faire ensemble, tes partenaires, de manière locale, puisqu'ils sont déjà basés dans les pays, vont pouvoir t'accompagner sur la démarche, puisqu'ils y gagnent en fait. Eux, ils y gagnent parce qu'ils proposent un nouveau service avec un nouveau centre de profit. Et toi, en entreprise, bah, tu y profites. Tu en profites aussi parce que tu explores des opportunités que tu n'aurais jamais eues tout seul, jamais, parce qu'ils ne te connaissent pas finalement. Tu fais grandir aussi par ce biais-là la réputation de ton entreprise et tu gagnes en visibilité, etc., etc. C'est vraiment sur ces 3 gros points que la stratégie commerciale d'alliance peut vraiment compter pour une entreprise. D'accord, et du coup, quels sont les principaux défis auxquels les entreprises sont confrontées ou peuvent être confrontées lors de la formation et la gestion, des d'alliances commerciales? Il y a quelque chose qui est vraiment incroyable, c'est le temps. Le principal défi, c'est le temps. C'est quelque chose qui frappe tous les acteurs aujourd'hui avec lesquels j'ai pu travailler. Développer des alliances, ça prend un temps fou. Ça prend un temps fou. Parce que ça prend du temps à faire le tour du marché pour savoir, bah, du coup, avec qui je vais pouvoir travailler. Tu les identifies, tu les contactes, etc. Ensuite, ils te reviennent. OK. Ça prend du temps aussi pour bien roder ton speech et l'adapter selon tes interlocuteurs et être bon aussi dans tes démonstrations. Après, ça prend du temps aussi pour les convaincre finalement, de travailler avec toi. Les contrats, je t'en parle même pas. Parfois, ça prend plus de temps que tout le reste. Et les premières synergies, elles se font quand même assez lentement. Synergie, c'est vraiment l'idée que tous les 2, on arrive à créer quelque chose.
Parfois, tu vas avoir l'impression que tu peux gagner vite quelque chose. Hop, un client commun, on peut: «Tiens, j'ai un client qui m'a dit qu'il avait besoin de ta solution, ta, ta, ta». Ah, on se met vite en relation, en contact, hop, ça marche. Ça peut arriver, que ça va aller très vite, mais en général, le délai qu'on annonce, hein, pour que les partenariats se lancent un peu plus officiellement, c'est 1 an. 1 an entre les premiers contacts et les premières touches vraiment chaudes en termes de co-sell ou de revente et cetera. Et pour que ça soit bien mature, bien mûr, je dirais qu'il faut en général pas moins de 2 ans. Et donc ce temps-là, qui est aujourd'hui un des principaux défis des entreprises, bah, parfois ce temps-là, tu l'as pas en fait. Parce que ta boîte, elle est pas rentable, parce que tu as besoin justement pour ta prochaine levée d'atteindre ce qu'on appelle le break-even, le seuil de rentabilité. Tu dois absolument vendre pour atteindre tes objectifs que tu as promis à tes investisseurs et cetera. Donc pour moi, finalement, c'est le temps qui est le plus gros sujet et concernant la stratégie d'alliance, je pense pas qu'il faille compter exclusivement sur une politique d'alliance pour développer ton entreprise. Moi, je vois plus les partenariats comme un bras armé. C'est un peu Mmh. long à charger, hein, par contre, mais tu peux tirer beaucoup plus loin que si tu tirais tout seul. Oui, oui, bien sûr. Comment une entreprise peut-elle sélectionner les bonnes alliances stratégiques pour soutenir sa croissance et ses objectifs, commerciaux? Mmh, Tu vas avoir plusieurs éléments qui vont te permettre de définir tes alliances stratégiques. Je pense qu'il y a quelque chose qui est très difficile à décrire, mais on va prendre le temps de se le décrire. Heu, c'est le feeling, c'est l'humain. L'humain, ça te compte énormément dans les alliances aujourd'hui. Tu vas véritablement discuter avec, moi, sur les 5 dernières années, j'ai dû discuter avec plus de 300 ou 350 entreprises différentes et il y a vraiment ce fit humain qui nous permet de se mettre un maximum de chances de notre côté pour que ça marche. Parce que tu peux aujourd'hui, on va en parler après, hein, mais toutes les entreprises commencent à avoir cette démarche d'alliance et de partenariat et donc finalement, il faut savoir véritablement nouer un lien fort humainement avec les entreprises avec lesquelles tu discutes. Ça, c'est quelque chose, quoi qu'il se passe, tu en auras besoin. Après, pour bien sélectionner les bonnes alliances stratégiques, pour soutenir sa croissance et les objectifs commerciaux, je pense qu'il ne faut pas se fixer nativement au début de la stratégie des objectifs. Parce que tu vas te frustrer. Tu vas te frustrer, comme je te disais, ça prend un temps fou. 1 an, 2 ans, parfois certains nous disent avant de décrocher un premier deal ensemble. Hem, il faut pas se mettre la pression là-dessus. Il faut que tu puisses véritablement sélectionner des partenariats ou enfin des partenariats selon les modalités que tu veux et les modalités, on en a déjà parlé. La cible de clientèle, l'international et plutôt effectivement le fait d'avoir un complément, de pouvoir vendre de manière complémentaire aussi une solution. Moi, je vends un TMS, encore une fois, logiciel de digitalisation de gestion de l'information. J'ai besoin de travailler avec un ou plusieurs bons LMS, un ou plusieurs bons outils d'entretien et un ou plusieurs bons, socles SIRH. Voilà, c'est vraiment ça. Après, il y a les notions de catalogue et tout qui font un peu plus dans la verticale, mais tu dois identifier clairement par cible client, par l'international et par ton complément d'offre. Tu parlais de l'importance finalement des relations humaines qui peuvent faire la différence, pour, enfin dans l'activation d'alliances. Quel, rôle ou est-ce que la communication interne, donc là, le côté humain, mais au sein de l'entreprise, est-ce que la communication interne et la collaboration entre les équipes, commerciales et les autres équipes, jouent un rôle dans la réussite des alliances? Ouais, clairement, parce qu'aujourd'hui, tu vas te retrouver, c'est un rôle extrêmement important, la communication, parce que tu te retrouves dans une situation où tu dois convaincre tout le monde de bosser avec toi. C'est-à-dire que tu dois convaincre tes partenaires, mais tu dois aussi convaincre tes propres collègues. Il faut finalement bien savoir expliquer comment on va travailler avec ses partenaires, ce qu'ils peuvent nous apporter de nouveau, ce qu'on attend d'eux aussi, également. Il y a un exemple très simple, c'est par exemple les partenaires, en général, on dit qu'ils doivent pouvoir s'adapter à notre méthodologie d'implémentation, quand on parle de logiciel, hein, afin que les équipes ne soient pas trop bouleversées. C'est-à-dire que nous, on a toujours implémenté comme ça. Si tu as un partenaire qui vient et qui dit: «Non, non, mais on ne fait pas comme ça là, non, non, on ne livre pas d'environnement de démo avant, ça ne se fait pas» et cetera. Non, non, tu viens pas et imposer ton truc en disant: «On fait comme ça». Non, l'idée, c'est vraiment d'expliquer, heu, les partenaires doivent s'adapter et nous aussi, on doit pouvoir d'une certaine manière adapter
la manière dont on travaille avec ses partenaires, parce qu'il y aurait rien de pire que quelqu'un qui arrive et qui te dit: «Non, tu fais comme ça». Non, c'est pas possible. Tu dois malgré tout aussi laisser la porte ouverte finalement à des améliorations sur le fond et sur la forme. C'est-à-dire que tu as des partenaires qui ont parfois plus d'expérience que toi dans le domaine, pas sur le logiciel, mais dans le domaine et qui vont il faut que tu puisses leur laisser, je vais dire quelque chose qui est un peu cash, mais il faut au moins que tu puisses leur laisser l'impression qu'ils soient considérés dans ce qu'ils disent, même si tu le fais pas, mais il vaut mieux le faire quand même, à mon propre avis. Il faut quand même qu'ils puissent avoir le sentiment d'apporter quelque chose aussi dans la manière dont tu vas construire ce partenariat. Il faut que tu les vois comme une forme d'évolution continue, finalement, ces partenaires-là, sur ta structure, sur ton produit. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y aurait rien de pire en 2024 pour une entreprise. Elle se dit: «Non, mais moi, je sais tout faire. Moi, j'ai besoin de personne pour me développer», finalement, il y a tellement d'acteurs sur le marché que tu peux plus faire comme bon te semble, en fait. Tu peux plus te dire: «Non, mais moi, c'est bon, j'y vais tout seul, je laissez-moi, et j'arrive, tac, tac, à la Belmondo», ça marche plus ça. Ça marche plus et tu dois t'adapter, tu dois être malin dans la démarche et donc cela, vraiment, ça passe par une communication claire et ouverte en interne sur l'impact qu'ont les alliances dans l'entreprise. Tac, tac, badaboum, comme ça, tu vois? Et bah, des tac tac badaboum, il y en a plein. Moi, je les appelle les toutologues. Tu sais, les experts en tout, les consultants en tout, les coachs en tout. Et c'est vrai que c'est juste pas cohérent. C'est impossible de tout savoir faire. On est dans un monde tellement compliqué que c'est juste totalement pas crédible, quoi. Tout à fait. Alors, comment les entreprises, peuvent-elles garantir que leurs équipes commerciales travaillent de manière harmonieuse avec les partenaires? C'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué, rien ne serait-ce que sur le sujet de la revente. Je te donne un exemple. Je suis commercial dans un éditeur de logiciels, pour un éditeur de logiciels. Je suis en contact avec un prospect. Bon, contact, phase d'avant-vente se passe bien. Je fais la démo, ça se passe bien. Puis j'ai un partenaire de revente qui est aussi sur le compte et qui m'a positionné aussi sur ce prospect. Donc finalement, le prospect peut soit prendre ma solution en direct, soit par le biais d'un partenaire. Sauf que moi, bah, je savais pas, en fait. Je savais pas. Et puis j'ai mon patron des alliances qui me dit: «Bon, écoute, Jérém, non, non, mais là, celui-là, on va laisser le partenaire dessus parce que il est bien engagé, on y va déjà, ils y vont déjà, et cetera, ça nous va bien». Moi, en tant que commercial, le premier truc que je me dis: «Bah, et moi, ma vente, c'est ma prime, mais j'ai bossé pour rien, en fait». Non, franchement, ça peut être extrêmement frustrant si la politique en interne, elle est pas claire et la communication est fluide. D'expliquer à ton commercial: «Écoute, sur ce sujet-là, il faut qu'on lâche l'affaire. Pourquoi? Parce que le partenaire est bien positionné dessus. Dans le cadre de nos discussions, on a besoin d'avoir des deals en commun. J'ai besoin que ce commercial-là et que cette entreprise-là puissent revendre la solution pour que eux derrière, peut-être, mais sans doute, dans quelques mois, quand ils auront bien pris en main le pitch de notre produit, ils puissent aussi t'apporter, pourquoi pas, des prospects en direct et qu'ils puissent potentiellement te faire gagner du temps sur les deals d'après. Donc on a besoin de les laisser monter en compétences là-dessus. Effectivement, tu as fait une démo, tu as fait tout ça, tu n'as pas bossé pour rien parce que clairement, tu as encore plus assis la position potentiellement de l'entreprise avec ce prospect-là. Donc non, tu as pas bossé pour rien. C'est juste que sur ce deal-là, ça va pas le faire. Mais sur les autres, on va pouvoir s'appuyer sur le partenaire. Donc c'est ça qui est extrêmement important aujourd'hui. Après, tu as des solutions aujourd'hui qui existent pour vraiment faciliter la communication entre les partenaires et même en interne. Des solutions comme Reveal, comme MyPRM, qui permettent d'assurer que les infos se passent bien entre les services et entre les partenaires. D'accord, je connaissais pas ces outils. Et du coup, quels sont les indicateurs, clés de performance, hein, ce qu'on appelle les KPI, heu, que l'on peut utiliser pour mesurer le succès des alliances commerciales? Parce que c'est important quand même de savoir si un partenariat, une alliance est fructueuse ou finalement, fait perdre du temps, parce que ça peut arriver aussi. Bon, tu en as plusieurs. Je dirais que ce qui va être le plus facile à mettre en exergue, c'est le lead source. Le lead source, c'est quoi dans ton CRM? C'est des opportunités. Tu apprends que tel prospect voilà, pourrait être un client potentiel. L'idée, c'est de savoir d'où vient cette information, qui t'a amené ce lead-là. Donc ça te permet de savoir d'où viennent tes opportunités. Après, tu as ton deal source,
qui va être, pardon pour les anglicismes, mais tu as cette information qui te permet de savoir d'où viennent tes clients. Même chose, mais sauf que là, ce sont des clients. Après, tu en as plein, le nombre de deals que tu envoies à tes partenaires, le nombre de deals que tu fais en co-sell, le nombre de fois où tu as parlé de tes partenaires aussi, ça, c'est des éléments qu'il faut savoir mettre en avant dans ce qu'on appelle les pipe reviews, que tu fais régulièrement avec tes partenaires, hein. Encore une fois, ça aussi, l'idée, c'est vraiment d'avoir des contacts réguliers avec eux pour vraiment pouvoir administrer et faire vivre le partenariat. De se dire qu'on est partenaire, de signer un papier, c'est bien, mais ça ne sert à rien s'il n'y a pas toute la suite finalement derrière. Et la suite, notamment, c'est vraiment d'avoir des échanges réguliers avec ces partenaires-là pour pouvoir toujours être au plus près d'eux. Tu peux partager, enfin, peux-tu partager avec nous quelques exemples, au moins un exemple sur une alliance stratégique réussie, donc avec un partenaire qui vous a, vraiment, apporté en termes de business ou avec lequel vous avez vraiment réussi à mettre en place un oui, un partenariat commercial, fructueux? Oui, alors il y en a un chez Place de la Formation, je dirais le plus emblématique, c'est PeopleSphere. PeopleSphere qui est un SIRH aujourd'hui qui propose un socle SIRH qu'ils éditent eux-mêmes et autour duquel on peut venir y plugger plus d'une trentaine de modules différents. En 2021, PeopleSphere cherchait un TMS dans leurs partenaires. Ils ont échangé avec plusieurs et finalement, avec Place de la Formation, un contrat a été signé en fin 2021. Fin 2021, le contrat a été signé avec cette entreprise-là et assez rapidement, la mayonnaise a bien pris, tout simplement, d'un point de vue humain, d'un point de vue produit aussi, parce que l'idée, c'était vraiment pouvoir diversifier. Tu as des verticales chez PeopleSphere qui permettent de dire, bah là, c'est plus pour l'industrie, ça, c'est plus pour ça, en taille d'entreprise aussi. Place de la Formation répondait à pas mal de ces critères-là. Et donc, oui, on peut se le dire, hein, en un an, il y a eu plus d'une dizaine de clients. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est un contre-exemple de ce que je disais tout à l'heure. Au bout de 3 mois, il y avait le premier client. Donc, parfois, ça arrive, effectivement, et c'est une vraie réussite. Après, ça veut dire qu'il faut continuer à entretenir ce partenariat malgré tout, même s'il démarre très vite. Il faut pouvoir l'entretenir, raison pour laquelle je suis aujourd'hui directeur commercial et des alliances de Place de la Formation. Et chez PeopleSphere, on t'en a pas voulu de passer de PeopleSphere à Place de la Formation? Pas du tout, pas du tout. Ah, mais oui, parce Non, que mais c'est très simple, c'est très, très oui, simple, en mais fait. c'est ce qui s'est C'est très, passé, en très fait. simple. C'est moi qui ai signé à l'époque pour nos auditeurs ou les gens qui nous regardent. Effectivement, je travaillais au partenariat chez PeopleSphere jusqu'à fin 2022. Donc c'est moi qui ai signé le contrat de partenariat avec Place de la Formation à l'époque chez PeopleSphere et effectivement, on ne m'en a pas voulu, je crois bien, j'espère en tout cas. En tout cas, j'ai encore d'excellents rapports avec tout le monde et puis, bah, de toute façon, voilà, le business, c'est la clé. Mais l'humain, c'est quand même important. Ah oui, 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 non, mais de toute façon, les personnes, en effet, l'attachement aux personnes est vraiment, je pense, majeur dans toutes ces relations, globalement. Alors, comment une entreprise peut-elle gérer les relations avec ses partenaires, donc d'alliance, sur le long terme pour maintenir, en fait, ce niveau de collaboration? Tu as plusieurs écoles. Tu plusieurs écoles finalement à l'ancienne. Tu sais, à l'ancienne où tu fais des visites sur site tous les ans. On vient se voir tous les ans et on s'envoie une boîte de chocolat et on se dit: «Bon, bah, voilà, alors nous avons fait, 2 nouveaux, deals, cette année, très bien, voilà». Donc tout le monde est content, et pourquoi pas? Après tout, ça marche bien, hein, ça marche très bien, cette notion-là où tu vas vraiment fixer sur le relationnel. Après, aujourd'hui, tu as une manière un peu plus moderne avec la technologie, en travaillant à la communication sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux, je pense qu'aujourd'hui, on est encore sur LinkedIn, mais qui sait, dans quelques temps, on sera sur TikTok, Facebook, Twitter, je ne sais pas, sur Instagram, pourquoi pas. Aujourd'hui, on reste quand même sur les réseaux sociaux professionnels, où tu viens partager des infos, faire un peu de buzz. Et il y a aussi un élément qui est très important, et ça, par contre, tu le reprends aussi de l'ancien modèle, c'est les informations. Dans le marché, surtout dans le monde du SIRH dans lequel moi je travaille, c'est un tout petit monde où tout le monde se connaît, c'est génial du coup. Et parfois, tu vas avoir des informations un peu off comme ça que tu vas pouvoir donner à ton partenaire, et cetera, qui va lui permettre d'avoir une information ou un avantage, peut-être pas concurrentiel, mais d'avoir une information intéressante pour l il va ch qui va changer son pitch, qui va du coup peut-être
travailler le prospect de manière différente, et cetera. Toutes ces informations-là que on se donne un peu en off, bah, ça lui donne le sentiment déjà d'être considéré. Il peut te renvoyer l'appareil, ça aussi c'est pas mal. Mais bon, voilà. Après, on peut faire ça et puis on peut faire quand même les chocolats et les visites sur site, hein. Moi, je veux bien faire les 2, hein. J'ai bien les chocolats, moi. À bon entendeur. J'ai mon Néo qui m'a envoyé des chocolats d'ailleurs, si c'était j'ai pas encore mangé, mais ils ont l'air vachement bons. Quel conseil donnerais-tu aux entreprises qui cherchent à renforcer leurs alliances commerciales et à fédérer leurs équipes pour réussir justement aujourd'hui, quand même, on est dans un environnement, je vois, j'ai même du mal à le dire, hyper concurrentiel. Quels conseils donnerais-tu en fait, pour faire en sorte que ces partenariats, ces alliances soient vraiment, pertinentes et fructueuses? Moi, je pense qu'il faut des cas concrets. Clairement, expliquer, réexpliquer, vulgariser ce que les alliances peuvent apporter à une entreprise. C'est un vrai métier nouveau, hein, qui a quelques années seulement. Moi, ça fait aujourd'hui, plus de 4 ans que je fais cela. Et c'est un métier nouveau qui apparaît parfois dans les entreprises bien plus anciennes. Et donc tu vas te retrouver avec, j'espère que je ne vais pas me fâcher avec Roger, parce que c'est le premier prénom qui me vient en tête, avec Roger, commercial, qui te dit, avec l'accent du sud, parce que moi je suis du sud évidemment, qui te dit: «Mais on n'a jamais fait comme ça, au fait, je fais: "Putain, pourquoi tu veux changer, quoi?"» Alors que, si justement l'idée c'est vraiment dans la structure d'expliquer ce que peuvent apporter les alliances dans un métier qui peut paraître flou. Et à mon avis, ce que tu peux faire, pourquoi pas, c'est de parler d'un exemple qui est hyper parlant, qui a été mis en place par Gilles Sadger, le président directeur, le fondateur même, je dirais, de Lucas, qui a créé Lucas donc en 2002. Dans son secteur d'activité, pour moi, c'est une des plus grandes réussites aujourd'hui dans le monde des alliances et du channel. C'est un des premiers à avoir créé ça. Il a construit un département de channel. Donc le channel, c'est la distribution, c'est vraiment l'art de se dire, je donne les clés du camion à mes partenaires, ils distribuent, ils implémentent, ils supportent le logiciel, ils font ce qu'ils veulent. Ça représente aujourd'hui plus d'un tiers de son chiffre d'affaires, Agile, enfin Lucas. Donc c'est énorme comme réussite. Silay aussi a eu cette même réussite en déléguant ou en confiant, je dirais plutôt, la vente de son logiciel de paye aux experts comptables. Vraiment, et ça leur a permis d'externaliser leur force de vente de manière énormissime et de pouvoir proposer aux experts comptables de vendre un logiciel qui leur apporte de l'argent et sur lequel ils travaillent en plus. Donc, je pense que par ces 2 exemples-là, déjà, tu peux donner une certaine envie finalement et d'expliquer comment ça peut marcher. Mmh. Comment l'utilisation de la technologie et des outils de gestion de la relation client, finalement les CRM, peut-elle faciliter la coordination entre les équipes commerciales et les partenaires? Bah, c'est hyper important la part des CRM de manière générale dans l'activité commerciale qui est Oui. 80, je dirais 70-80 de l'activité des alliances. L'idée, c'est vraiment tu vas avoir besoin d'un CRM bien calibré qui utilise HubSpot, Salesforce, Zoho, enfin CRM, même maison. Ce qui est très intéressant, c'est vraiment de pouvoir partager l'information à tes partenaires et aussi de recueillir. Et il y a un élément qui est hyper important, c'est que autant auparavant, si tu avais pas de stratégie d'alliance, bah, si tu te trompais dans ton CRM, si c'était pas à jour, ça n'impactait que toi. Demain, si tu bosses avec des alliances et des partenaires et que tes informations à toi ne sont pas à jour, tu peux aussi impacter malgré tout, les résultats de tes partenaires. En oubliant de noter une info, en oubliant de se dire: «Ah bah oui, mais on avait dit -20 lors du call à l'oral et on l'a pas mis, on renvoie le devis et il y a pas les -20 et tout le monde passe pour des andouilles». Là-dessus, tu dois être au top du sujet, tu dois vraiment être au top et ça, c'est intéressant parce que là, l'idée, c'est vraiment d'apporter aussi, pourquoi pas, un savoir-faire par le biais de tes partenaires, qui parfois sont des boîtes plus structurées, plus grosses, et cetera. Il faut les engager et les encourager, je dirais même à partager leurs best practices sur la gestion du CRM. Ça aussi, ça peut être une manière aussi, bah, malgré tout, d'améliorer la structure de son entreprise. Oui. Alors pour finir, parce que notre buzz doit prendre fin à un moment donné, pour finir, Jérémy, quelles sont les tendances émergentes, dans ce domaine finalement, que tu peux observer? Moi, ce qui me fait beaucoup rire aujourd'hui, c'est que tout le monde travaille avec tout le monde, Mmh. clairement. Enfin, tout le monde veut travailler plus ou moins avec tout le monde
Et je pense qu'aujourd'hui, les entreprises ont vraiment compris l'importance, surtout dans l'édition de logiciels, encore une fois, secteur d'activité dans lequel je travaille. Les entreprises ont compris l'importance d'avoir un département d'alliance qui, pour moi, doit être lié directement à la direction générale. C'est vraiment un sujet propre comme les opérations, comme les RH, comme le support et les alliances. Ça doit être un sujet qui est directement rattaché à la direction générale parce que c'est pas qu'un sujet finalement qui est commercial, c'est quand même la plus grosse partie de notre activité, mais ça peut être aussi technique, ça peut être opérationnel et ça peut être relationnel surtout. Et donc aujourd'hui, moi ce que je remarque, c'est que selon le prospect, le cahier des charges, selon les intégrateurs qui sont sur le sujet, bah, en fait, on essaye un peu de discuter avec tout le monde et de faire un peu notre cuisine pour se positionner avec le partenaire avec lequel on a le plus de chances de gagner. Et je peux te garantir que parfois retenir les noms, les partenaires, s'il a des enfants, c'est important de faire du lien. S'il a des enfants, l'âge de ses enfants, machin, où il habite, et cetera, ça peut rendre un peu zinzin des fois. Ouais, en tout cas. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, youpi, youpi. Merci beaucoup, Jérémy. C'était extrêmement intéressant d'avoir cette vision, cette visibilité sur cette nouvelle façon finalement de faire du business qui se concrétise par des alliances. Donc, il y a maintenant un vrai titre, un vrai responsable. Donc ça, c'est quelque chose d'assez récent en fait, hein. Mmh. Donc c'est pas un nouveau métier, mais en tout cas, c'est un métier dont on précise les contours avec des responsabilités. Je suis tout à fait d'accord avec toi, bah, c'est absolument stratégique. Donc même dans le cadre de fusion-acquisition, ça a vraiment une valeur, donc d'où l'intérêt d'être, relié aux directions générales. Je suis absolument d'accord sur tout ça. Notre live se termine. Encore merci à toi, merci pour ton temps. Merci à nos auditeurs. Bah, écoutez, je vous propose de nous retrouver pour notre prochain live Bebuzz. Les Bebuzz, c'est tous les mardis à 10h30 sur LinkedIn. Si vous ratez des éditions, vous pouvez les retrouver en replay sur notre chaîne YouTube. Également, je vous invite à consulter notre blog et tous les articles extrêmement riches qui figurent. Je pense que dans le site internet de Place de l'Information, vous avez énormément d'informations aussi très très riches. Donc n'hésitez pas à aller consulter le site internet de Place de la Formation. Prenez soin de vous, pardon, et à très très vite. Ah, merci, au revoir.